Quand on me demande comment je me suis rendu compte que j'étais lesbienne, j'ai beaucoup de mal à expliquer ce qui s'est passé pendant mon adolescence. J'ai beaucoup de mal parce que je peux pas juste répondre « je suis tombée amoureuse d'une fille » et là, j'ai compris. Je l'avais compris avant de tomber amoureuse d'une fille, mais de manière indescriptible. J'avais compris que je ne correspondais pas à ce que la société attendait de moi, qu'une partie de moi vivait en marge, que je ne sortais pas du même moule que ceux avec qui je vivais. Pourtant, j'ai pas grandi dans un milieu homophobe. On m'a jamais dit qu'une femme n'avait pas le droit de faire ci ou de faire ça. On m'a toujours fait comprendre que je pourrais faire ce que je voulais, devenir celle que je rêvais d'être et tout simplement être celle que j'étais. Et déjà ça, c'était une chance. Mais c'est là où ça devient intéressant. Ce qui a compté, c'est pas tellement les relations individuelles que j'ai eues avec ma famille, mes amis, mes profs. Ce qui me donnait l'impression que j'étais pas dans le moule, c'était tout le reste, l'impalpable, quelque chose de plus grand que eux et moi. J'ai réussi à mettre les mots sur cette chose quand j'ai lu La pensée straight de la romancière et militante féministe lesbienne Monique Wittig. Elle est une des premières à mettre le mot sur l'hétérosexualité comme système politique dans les années 70. Ce qu'elle propose, c'est de ne pas regarder l'hétérosexualité uniquement comme une préférence sexuelle ou juste une pratique, mais comme un système politique qui régit la société. La regarder de cette manière, c'est ce qu'on va faire dans cet épisode en compagnie de l'historienne et politiste Ilana Eloi. Elle est actuellement enseignante à Sciences Po Paris et elle connaît très bien la pensée de Wittig parce qu'elle vient de finir une thèse sur la place des lesbiennes au sein du mouvement de libération des femmes. Avant qu'on en arrive à Monique Wittig, retour rapide au début du XXe siècle, à une époque où on ne parle même pas encore d'hétérosexualité tout court. En fait, ce qui apparaît d'abord, c'est les sexualités déviantes. Donc c'est à la fin du 19e siècle, on parle d'homosexualité, on parle de lesbianisme, on parle aussi d'hystérie, on parle de transsexualité. Donc on invente en fait la médecine, la psychiatrie, et toute une série de discours se mettent en place pour catégoriser les individus, non pas en termes de pratiques sexuelles, puisque les pratiques homosexuelles existaient déjà, mais en tant qu'identité. Donc en fait, on est défini comme homosexuel parce que c'est tout son être qui est homosexuel. Donc ça devient vraiment une catégorie de la personne, une catégorie de l'identité. Donc ça, c'est les discours de la médecine et de la psychiatrie et de la sexologie au 19e siècle. En fait, c'est ce que Michel Foucault appelait l'histoire de la sexualité, donc à partir desquelles on va catégoriser les gens en fonction de leur sexualité. Après, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un tournant majeur qui est les années 70. Et dans les années 70, ce qui se passe, c'est que, donc alors qu'avant, c'était des discours normatifs qui s'intéressaient aux sexualités déviantes, qui catégorisaient les sexualités déviantes, à partir des années 70, on a ce que Éric Vassin a appelé une inversion de la question homosexuelle. Donc, c'est-à-dire que on commence à parler de l'hétérosexualité. Alors qu'avant, c'était les hétérosexuels qui parlaient, en gros, pour aller vite, des homosexuels. À ce moment-là, donc grâce notamment aux mouvements sociaux, en France, le Front homosexuel d'Action révolutionnaire, les militantes lesbiennes, on commence à parler de l'hétérosexualité comme un régime de domination. Et donc, finalement, ce qui se passe, c'est qu'on commence à particulariser la norme. On dit, en fait, l'hétérosexualité n'est pas universelle, c'est une norme qui s'impose dans la société et qui crée des rapports de pouvoir, donc qui discrimine d'autres sexualités. Ce que ça signifie, c'est que l'hétérosexualité allait tellement de soi qu'elle n'avait pas de nom. On désigne ce qui ne rentre pas dans la norme, mais on ne désigne pas la norme elle-même. C'est-à-dire que le mot existe, mais on n'avait pas l'idée de se définir comme hétérosexuel, et je crois que c'est ça la différence. C'est parce que le pouvoir fonctionne à travers de la classification. On classifie les individus pour les assigner à des positions sociales. Et donc, à travers des catégories, c'est en fait des positions inégales dans la société qui s'instaurent. Et donc, c'est ce que Christine Delphi explique dans Classé dominé. Finalement, en fait, les positions dominantes socialement, elles sont jamais nommées comme telles. Donc, on n'aurait pas idée de se définir, en tout cas aujourd'hui un peu plus, justement, parce qu'il y a eu cette inversion de la question homosexuelle. Mais à l'époque, on n'avait pas idée de se définir comme hétérosexuel. Et celles et ceux qui vont mettre le mot, dire les choses et montrer qu'il existe un rapport de domination entre hétéros et homo, ce sont les militants LGBT.
Au début des années 70, le phare, le Front homosexuel d'action révolutionnaire, qui parle de domination hétérosexuelle. Mais le phare, en fait, très vite, alors qu'il a été créé par des lesbiennes, les lesbiennes vont très vite quitter le phare, justement, parce qu'il y avait trop d'hommes. Et ça manquait de réflexion, justement, autour de la question de la domination des femmes par les hommes. Et donc, elles se retrouvaient moins dans ce discours-là. Et on retrouve cette critique de l'hétérosexualité comme un régime de pouvoir au début des années 80, par l'entremise de Monique Wittig, de ses textes fondateurs que sont « On ne naît pas femme et la pensée straight » et un mouvement de lesbiennes radicales, donc qui émerge à ce moment-là, au début des années 80 en France. Et alors là, ce qui est très intéressant, c'est que justement, c'est la première fois que, au sein du champ du mouvement féministe, on voit apparaître vraiment un discours de politisation de l'hétérosexualité comme une norme, comme un régime politique, donc qui instaure des positions inégalitaires dans la société entre homosexuels et hétérosexuels. Donc par exemple, à l'époque, elles emploient ce slogan parmi d'autres qui est l'hétérosexualité est au patriarcat, ce que la roue est à la bicyclette. Donc on a vraiment le terme qui émerge, mais pas pour parler comme c'était le cas dans les années 70, dans le mouvement de libération des femmes, on parlait d'hétérosexualité et d'homosexualité comme des sexualités différentes, en fait. Des préférences sexuelles. Et finalement, qu'on soit hétéro ou homo, c'est pas important. Ce qui importe, c'est d'être femme et d'être féministe et de lutter contre le patriarcat. Et au début des années 80, justement, les lesbiennes radicales, et Monique Wittig en particulier, disent non, c'est pas une question de préférence sexuelle, c'est pas une question seulement de différence, moi je suis ci, moi je suis ça. C'est une question de pouvoir. Cette expression, l'hétérosexualité est au patriarcat, ce que la roue est à la bicyclette. Tout est dedans. Il n'y a pas seulement une domination des hommes sur les femmes. La domination des femmes, elle passe par le patriarcat, mais aussi par l'hétérosexualité. Les femmes, elles sont opprimées par le patriarcat à travers un rapport d'exploitation domestique où elles sont assignées à des rôles particuliers qui sont donc le travail domestique. Entre autres, il n'y a pas que ça. Donc s'occuper de la famille, l'éducation des enfants, de son mari, etc. Sauf que ça, en fait, ça ne peut être possible que dans un cadre hétérosexuel. Donc à partir du moment où on déconstruit la domination des hommes sur les femmes, c'est difficile de ne pas se poser la question du rôle de l'hétérosexualité dans tout ça, puisque l'hétérosexualité est une pièce maîtresse en fait dans tout ça. On ne peut pas assigner les femmes à s'occuper des enfants et de la maison si elles ne sont pas déjà en couple avec un homme en fait. Le point de départ de cette réflexion, comme souvent, c'est une supposée différence des sexes. L'idée selon laquelle les hommes et les femmes seraient biologiquement et socialement différents, avec des rôles différents, ce qu'on appelle des rôles genrés. Ça, les mouvements féministes avaient déjà mis le doigt dessus. Ce que rajoute Monique Wittig, c'est de dire la différence sexuelle est produite par et dans l'hétérosexualité. Donc c'est parce qu'on vit dans un régime hétérosexuel, on vit dans une société qui est articulée à travers ce régime de l'hétérosexualité obligatoire, que la différence sexuelle est instituée. On ne peut pas penser l'institution de la différence sexuelle sans penser l'hétérosexualité. Monique Wittig est une féministe matérialiste. Donc, pour elle, la différence sexuelle n'est pas naturelle. Ça, c'est vraiment la base. La différence sexuelle n'est pas naturelle, elle n'est pas biologique, elle est produite par un rapport de domination. En l'occurrence, pour les féministes matérialistes, le patriarcat. Donc, c'est le patriarcat qui a inventé, qui a naturalisé cette différence, qui est en fait une différence socialement construite, mais qui la naturalise par tout un tas de discours, pour opprimer les femmes. Donc vraiment, la différence sexuelle est une catégorie de l'oppression. C'est-à-dire qu'en fait, si les femmes n'étaient pas opprimées par les hommes, en gros, la différence sexuelle n'existerait pas. On ne penserait pas en ces termes-là, on ne classifierait pas les individus en hommes et en femmes. Et en fait, la critique qu'elle ajoute justement à la fin des années 70 et au début des années 80, c'est de dire oui, c'est une construction sociale, mais c'est aussi une construction sociale qui est liée pas seulement à la domination des hommes sur les femmes, mais à la domination hétérosexuelle. Donc l'hétérosexualité a besoin de la différence sexuelle pour exister et être universalisée. Si je suis définie comme femme ou homme, c'est parce que il y a toujours l'idée derrière que je vais désirer le sexe opposé. Et ça, introduire l'hétérosexualité dans la question féministe, c'est du jamais vu. Ça provoque quelques remous au sein du MLF, le mouvement de libération des femmes, comme le montre Ilana Eloi dans ses travaux.
En France, comme je l'ai expliqué, jusqu'au début des années 70, les féministes, elles considèrent que la question sexuelle, c'est une question de pratique. Moi, j'avais trouvé cet extrait très intéressant d'une féministe hétérosexuelle qui écrit dans une revue au début des années 80, justement au moment où cette controverse sur la question du lesbianisme et de l'hétérosexualité éclate, et donc qui prend parti contre Monique Wittig, qui théorisait l'hétérosexualité comme un régime politique, et qui dit « Moi, je suis pas d'accord avec ça, je comprends pas », et elle écrit « Moi, hétéro, point d'interrogation ». Je ne me définis pas comme ça, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Pour moi, il y a autant de sexualité que d'individus. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé, moi, dans ma thèse, l'aphasie hétérosexuelle. L'aphasie, c'est un trouble du langage qui consiste en une incapacité à associer les mots aux choses. Donc c'est vraiment cette incapacité à penser, à se penser, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, comme hétérosexuel. C'est-à-dire que la norme est tellement naturalisée, et c'est cette phrase, elle m'a plu, moi hétéro, point d'interrogation, avec une espèce de sursaut, de surprise et presque de rejet, enfin de moi hétéro, c'est pas possible. Comment est-ce que moi hétéro, vous pouvez m'assigner à une catégorie identitaire ? Oui, l'hétérosexualité c'est une catégorie. Et il faut la particulariser, puisque c'est une norme qui a un impact politique, sociale au quotidien, sur la manière dont on se vit quand on est homosexuel. C'est une norme qui produit de la violence, puisque c'est une norme donc, qui s'impose. Si cette féministe a du mal à se définir en tant qu'hétéro, elle a aucun problème à se définir comme femme. Pourtant, cette étiquette, cette catégorie femme, pour Wittig, elle existe que parce qu'on vit dans un monde hétéro. Pour elle, la catégorie femme est une catégorie qui n'a de sens que dans les régimes de pensée hétérosexuelle. Elle dit ce qui fait une femme, c'est une relation sociale particulière à un homme, relation à laquelle les lesbiennes échappent en refusant de devenir ou de rester hétérosexuelles. Donc pour Monique Wittig, la catégorie femme n'a de sens que dans le régime de l'hétérosexualité. On est une femme parce qu'on est hétérosexuel. C'est ce qui donne du sens à cette catégorie. Et c'est ce qui lui permet de dire et d'écrire sa formule la plus célèbre, « Les lesbiennes ne sont pas des femmes ». Les lesbiennes ne sont pas des femmes, exactement. Les lesbiennes ne sont pas des femmes, encore une fois, parce que ce qui fait une femme, c'est une relation particulière à un homme. Monique Wittig. Dans la mesure où la femme devient réalité uniquement en relation avec un individu de la classe opposée, les hommes, et en particulier dans le mariage, les lesbiennes, parce qu'elles n'entrent pas dans cette catégorie, ne sont pas des femmes. Et ce ne sont pas les femmes, victimes de l'hétérosexualité, qu'aiment et désirent, mais des lesbiennes, des individus qui ne sont pas les femelles des hommes. Et c'est un fantastique malentendu qui relève de la malhonnêteté politique que de leur reprocher de refuser leur féminité, de la même manière que l'on reproche aux féministes de ne penser, comme chacun sait, qu'à une chose, prendre la place des hommes. Pour Monique Wittig, en fait, c'est la catégorie femme, elle est intrinsèquement liée au régime de l'hétérosexualité. Donc à partir du moment où on sort du régime de l'hétérosexualité, on n'est plus une femme. Et c'est pour ça que Monique Wittig, pour elle, le féminisme ne peut pas s'appuyer sur la catégorie femme, parce que s'appuyer sur la catégorie femme, en fait, c'est renforcer le régime de l'hétérosexualité à travers lequel la différence sexuelle est produite. Les lesbiennes ne sont donc pas des femmes. Pas des femmes ? Non, mais on est soit homme, soit femme. Et les deux, c'est différent. On va quand même pas se mettre à contester ça aussi. Oui, mais je pense que même la question, encore une fois, la question de la différence sexuelle, de dire il y a des hommes et des femmes, c'est déjà idéologique, en fait. Pourquoi est-ce que la société, pourquoi est-ce qu'on pense la société du point de vue de cette différence irréductible ? Enfin, on pourrait penser la société à partir de plein d'autres différences. Et donc, ce que nous expliquent les féministes matérialistes, c'est bien parce qu'elle a une utilité politique qui est la domination. Essayer de penser le monde autrement que selon les catégories hommes et femmes, c'est pas évident quand on naturalise ces catégories. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas comment on a construit ce que c'était que d'être un homme ou une femme. Et c'est pareil pour l'hétérosexualité. On ne pense pas que c'est quelque chose de social. On la naturalise. Alors, c'est naturalisé par toute une série d'injonctions sociales, de lois, de normes, de la naissance à la mort, toute la vie. Toute la vie, on est contraint par cette norme, donc qui est aussi liée aux identités de genre. On ne peut pas séparer l'hétérosexualité de la question des identités de genre, donc correspondre à un genre qui nous est assigné à la naissance par rapport à notre sexe biologique, c'est aussi dire
si je nais femme, c'est que je vais être attirée par des hommes. En fait, c'est ça. Enfin, disons que il y a un lien de cause à effet entre le sexe, le genre et la sexualité. Donc ça, c'est la première chose. Et donc ça se manifeste, tout au long de la vie, à l'école, dans les interactions avec les autres enfants, la manière dont les enseignants interagissent avec les enfants, dont les parents nous élèvent, nous éduquent, au cinéma, dans les représentations culturelles, médiatiques. Par exemple, on va voir un film au cinéma. Il est toujours question d'hétérosexualité en fait, sauf que c'est jamais dit comme tel. On va décrire un film X ou Y comme étant à propos d'une très belle histoire d'amour. Universelle, on va dire. Voilà, en fait non. En fait, c'est une histoire d'amour hétérosexuel. Donc c'est là qu'on voit en fait que, encore une fois, la particularité hétérosexuelle ne se nomme jamais comme telle, puisqu'elle est universalisée. Et donc en fait, le problème c'est que ça invisibilise en fait les autres sexualités, les autres manières de se vivre. Quand on n'est pas hétérosexuel, ça les invisibilise, ça les délégitime, ça les discrédite. Alors c'est pas dit comme tel, encore une fois, mais je pense que c'est encore plus insidieux et encore plus violent parce que justement c'est pas explicité comme tel. Mais forcément, quand on est élevé dans cette culture et qu'on ne se reconnaît pas dans les représentations médiatiques, je prends l'exemple des représentations médiatiques, ça pourrait être tout un tas d'autres exemples, on comprend bien le message en fait. Le message, c'est qu'il faut être comme ça et que si on n'est pas comme ça, c'est qu'il y a un problème avec nous. Donc on intériorise la honte, on intériorise l'idée qu'on est anormal et ça crée vraiment à la fois donc des rapports d'inégalité dans la société, mais aussi de mal-être psychique. On ne voit pas comment l'hétérosexualité est partout, dans les scènes de la vie quotidienne, mais aussi de manière abstraite dans notre manière même de penser. C'est ce que Monique Wittig appelle la pensée straight, c'est-à-dire la pensée hétéro, la pensée hétéronormative. La pensée straight, c'est penser encore une fois l'hétérosexualité comme une norme qui structure la société plutôt que comme une question de différence sexuelle et un régime à travers lequel la société fait sens. Donc c'est un régime qui permet de donner du sens non seulement donc à la manière dont la société est organisée, mais aussi comme quelque chose qui fonde le savoir, à partir duquel on produit de la connaissance, sans jamais interroger ce postulat de base. À l'origine du savoir, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, dit, écrit, pense, construit, est appuyé sur une base qu'on ne voit pas, comme s'il y avait un point de départ invisible et qu'on ne nomme pas, qui est toujours l'hétérosexualité. Par exemple, les toilettes publiques. La séparation entre toilettes hommes et toilettes femmes, là c'est une séparation de genre, mais c'est aussi une séparation hétérosexuelle parce qu'on part du principe, moi si je vais dans des toilettes pour femmes, qu'il va pas y avoir d'ambiguïté, d'attirance sexuelle ou de choses de ce genre, et pareil que chez les hommes. Donc ça, voilà. Et ça en fait c'est partout et on s'en rend même pas compte. C'est une évidence qu'il y a des toilettes pour hommes et des toilettes pour femmes parce que supposément il y aura pas de problème lié à la sexualité dans ces espaces-là. L'autre exemple, quand on parle par exemple là, récemment, on a beaucoup parlé. Il y a eu une tribune qui a été publiée il y a quelques années contre MeToo, contre le mouvement MeToo aux États-Unis, qui a été signée par Catherine Deneuve et beaucoup d'autres personnes, et donc qui parlait de la liberté d'importuner comme fondamentale à la liberté sexuelle. Et je pense aussi, notamment, à Irène Théry, par exemple, qui parlait en 2011, au moment de l'affaire DSK, d'un féminisme à la française qu'elle définit comme les plaisirs asymétriques de la séduction et la délicieuse surprise des baisers volés. En fait, ces textes-là, pour moi, c'est vraiment un exemple de la manière dont l'hétérosexualité est instituée, parce qu'en fait, c'est des textes qui, au fond, sont pas seulement antiféministes, mais qui sont aussi, enfin en tout cas, qui sont complètement hétérocentrés, puisque en fait, ce qu'elles nous disent dans ces textes, c'est que le féminisme ne pourra jamais se passer du rapport de séduction entre les femmes et les hommes, et que, en fait, au fond, puisque l'hétérosexualité obligatoire, c'est ça, en fait, c'est la disponibilité sexuelle des femmes à l'égard des hommes, en fait. C'est ça, c'est le fait que les femmes soient perpétuellement disponibles et appropriables par les hommes. En fait, c'est ça l'hétérosexualité obligatoire. Et donc, un féminisme qui, en fait, ne déconstruit pas cette idée-là, c'est
un féminisme hétérosexuel. C'est ce que les lesbiennes radicales appelaient au début des années 80 l'hétéroféminisme. En fait, on voit à travers ces exemples-là la manière dont la norme hétérosexuelle, encore une fois, l'hétérosexualité obligatoire, pas l'hétérosexualité comme une préférence, mais l'hétérosexualité obligatoire, en fait, est une norme violente. C'est une norme qui impose la disponibilité sexuelle des femmes à l'égard des hommes, et comme on le voit dans le texte d'Irène Théry quand elle parle des plaisirs asymétriques de la séduction ou de la délicieuse surprise des baisers volés, pour elle c'est ça en fait les rapports de séduction hétérosexuelle, la délicieuse surprise des baisers volés. Donc je pense que en fait c'est un régime qui est violent. Je pense que c'est important de le préciser quand même. Bon, ça fait plusieurs fois qu'Ilana Eloi parle de régime politique. Pourquoi est-ce qu'on peut parler de régime, de système ? Alors, régime politique, dans le sens où c'est un régime économique, idéologique, culturel, c'est-à-dire que c'est un régime qui organise la société et qui hiérarchise les individus. Alors, économique, à l'origine, la question de l'économie, en fait, elle nous vient du marxisme, de penser la société en termes de rapport d'exploitation économique, et ensuite, elle a été reprise par les féministes matérialistes dans les années 70, qui ont pensé le rapport femme-homme comme un rapport d'exploitation économique, et donc non plus seulement sur le modèle de la bourgeoisie et du prolétariat, mais sur le modèle donc de la différence sexuelle. Donc elles ont expliqué que c'est le rapport d'exploitation économique, donc l'exploitation domestique des femmes par les hommes qui institue la différence sexuelle. Et donc voilà, donc le travail domestique, à savoir le travail gratuit non rémunéré que font les femmes dans l'espace domestique, le ménage, la cuisine, s'occuper des enfants, etc. Sauf qu'en fait, ce rapport d'inégalité économique, il se pose aussi dans le cadre de ce régime politique de l'hétérosexualité et de l'homosexualité. Parce que la question homosexuelle, c'est pas seulement une question sociale ou une question culturelle, c'est aussi une question économique. Quand on est homosexuel, on subit des discriminations au travail, on subit des discriminations pour se loger. C'est important de le dire parce qu'au moment des débats justement sur le mariage pour tous, on entendait beaucoup cette idée selon laquelle arrêtons de parler de ça et recentrons-nous sur les questions économiques. Sauf qu'en fait non, on peut pas séparer la question sexuelle de la question économique. La question sexuelle est aussi une question économique. Vous voyez l'idée ? Si on dit que c'est juste une différence de préférence sexuelle des uns et des autres, on ne met pas le doigt sur le fait qu'il y a des inégalités ailleurs, dans des questions qui ne sont pas liées à la sexualité elle-même, mais à l'ensemble de notre quotidien. Moi, par exemple, j'avais peur qu'on ne m'embauche pas parce que j'étais ouvertement lesbienne. Et ça fait une différence sur le marché du travail, entre moi et une femme hétéro, qui, elle, est en accord avec le système dans lequel on vit toutes les deux. Quand je dis que c'est un régime politique, c'est aussi dans le sens où c'est un régime qui forme des sujets. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on est reconnu comme un sujet lisible pour la société quand on est hétérosexuel, quand on correspond à cette norme-là, et qui est aussi, encore une fois, j'insiste, une norme de genre. Donc, à partir du moment où on rentre pas dans ces cadres, dans cette norme, en fait, on est quelque part exclu de l'ordre symbolique aussi de la société. On est assigné à une espèce de différence qui délégitime notre prise de parole, puisque on ne correspond pas à ces cadres normatifs qui, encore une fois, qui forment des sujets, qui rendent des sujets lisibles, à travers lesquels on est reconnu. Vivre dans un système hétéro quand on est hétéro, c'est exister de fait. Vivre dans un système hétéro quand on est homo, c'est faire des choses que les hétéros n'ont pas à faire pour exister. C'est le fait que quand on soit homosexuel, il faille faire un coming out. Donc c'est-à-dire qu'on doit s'annoncer, parce qu'encore une fois, c'est un impensé. Et donc, il faut le verbaliser. Donc, les hétérosexuels n'ont jamais à faire de coming out. Enfin, c'est vraiment une chose à laquelle je pense souvent. En fait, être homosexuel, je pense que ça demande un courage qui est extraordinaire, en fait. Et je pense qu'on le réalise pas assez ou on le met pas assez en évidence quand on a 16 ans ou 17 ans et qu'on doit dire à ses parents « je suis homosexuel ». Enfin, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement dur et qui demande un courage extraordinaire. Et ça, c'est quelque chose que les hétérosexuels n'ont jamais à faire. Non, mais moi, je suis hétéro et personne me l'a imposé. Je suis une femme attirée par les hommes, c'est ma préférence sexuelle et je l'ai pas choisie. L'hétérosexualité, c'est pas encore une fois juste une question de préférence. Et ça, je pense que c'est vraiment important de le dire. C'est aussi un système qui est
imposé dans la société. Alors c'est peut-être dit comme ça peut sembler étrange, mais en réalité c'est le cas, et c'est ce que Adrienne Rich, poétesse et théoricienne féministe lesbienne américaine, a appelé l'hétérosexualité obligatoire. Et c'est là que c'est vraiment important de se poser cette question-là. En fait, l'hétérosexualité est tellement naturalisée. En fait, c'est ça le fond du problème, qu'en fait on ne se rend même plus compte qu'on est contraint à l'hétérosexualité. On dit « je suis hétéro », mais qu'est-ce que ça veut dire « je suis hétéro » ? Je pense que l'hétérosexualité est tellement imposée qu'en fait, on se pose même pas la question d'être autre chose. C'est ça, en fait, aussi, je pense, le fond du problème. Ou en tout cas, le lesbianisme en particulier, puisque moi, c'est sur le lesbianisme que j'ai travaillé, est tellement invisible, tellement impensé et impensable, comme une sexualité. Je pense que à partir du moment où on se pose même pas la question, mais est-ce que, et encore une fois, j'en reviens aux représentations culturelles, parce que ça n'existe pas, on ne le voit pas dans la société. Alors ça commence à changer un peu, mais enfin quand même, ça reste assez invisible. En fait, du coup, on se pose même pas la question, on se demande pas, mais peut-être qu'en fait, je peux être lesbienne, peut-être que je peux tomber amoureuse d'une femme. Et je pense que si on se pose même pas cette question, forcément qu'on va être hétéro et qu'on va rester hétéro toute sa vie. Donc c'est pas une question, c'est pour ça, oui bien sûr il y a la question du plaisir, du désir, mais je pense pour moi c'est pas ça l'essentiel. Je pense qu'avant d'avoir du désir pour une femme, il faut déjà savoir, il faut déjà penser que ça existe en fait, et que c'est possible d'avoir du désir pour les femmes. Non mais moi je suis une femme attirée par les hommes, je vois pas en quoi c'est être privilégiée. C'est pas parce que on préfère les hommes qu'on n'a pas de privilèges liés à ça. Disons que l'un, c'est pas parce qu'on n'est pas responsable de ça qu'on ne doit pas avoir conscience des privilèges que ça nous donne en fait. C'est lié en fait. C'est pas parce que oui moi j'ai des préférences hétérosexuelles, c'est ma sexualité. Il y a le régime de l'hétérosexualité qui est en fait quelque chose de séparé, de différent. Non, c'est pas séparé en fait. C'est la même chose parce que quand on est hétérosexuel, quand on a une vie sociale hétérosexuelle, on bénéficie de privilèges qui sont liés à un régime politique. Et je pense que c'est fondamental d'avoir conscience de ça, justement, si on veut être, comme on dit, un allié de la cause, pour aller vite, c'est-à-dire de prendre conscience. Et ça veut pas dire attaquer des personnes, attaquer des individus, ça veut pas dire leur dire, oui, toi, t'es responsable, tu participes de la domination hétérosexuelle. C'est juste de prendre conscience qu'en tant que hétérosexuels, on bénéficie de privilèges au quotidien, tout le temps. On bénéficie en fait des privilèges qui consistent à appartenir à la norme. Et ça, je pense que c'est important de se rendre compte quand on est hétéro de choses qui pour nous, quand on est lesbienne, gay, bi, trans, qui pour nous sont évidentes. C'est-à-dire que la violence de la norme, en fait, et les effets réels qu'elle a sur nos vies. Par exemple, le fait de se balader dans la rue en donnant la main à quelqu'un du même sexe, le fait d'embrasser quelqu'un du même sexe dans la rue, pour nous, pour les personnes LGBT, c'est toujours quelque chose de dangereux. Toujours. Et quand on est hétérosexuel, je dis pas que quand on est hétérosexuel, on n'a pas le droit de donner la main à son amoureux ou à son amoureuse dans la rue. Mais je pense que c'est important de se rendre compte que le fait de même pas se rendre compte que ça puisse être quelque chose de dangereux, c'est un privilège en fait. Non, mais des personnes homophobes, ça existe. C'est pas pour ça que la société, en général, rejette les homos. Je pense que les injonctions, elles sont de partout. Et on s'en rend compte, justement, quand on est sorti de ça. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte, qu'on se dit ah oui, mais en fait, par exemple, quand on est adolescent, enfin moi j'ai des souvenirs de mon adolescence. Et à l'époque, j'avais pas les outils que j'ai aujourd'hui, mais en fait, je me sentais jamais appartenir, en fait, pour des raisons que je ne m'expliquais pas au groupe. Pour des raisons que je ne m'expliquais pas, parce que je ne me définissais pas comme lesbienne. Mais c'était, il y avait tout le temps cette injonction à sortir avec des garçons avec lequel tu veux sortir, et c'est lequel qui te plaît. T'as toujours pas couché avec un mec, mais alors, mais raconte-moi, et c'était comment. Et moi, ça produit des espèces de
de position, on se sent aliéné en fait, complètement aliéné. On se sent ne pas appartenir au monde en fait. On comprend pas. On se dit mais c'est presque des discours qu'on entend, mais on n'arrive pas à s'y rattacher, on n'arrive pas à s'identifier à ces discours. On comprend pas pourquoi, mais ça crée comme ça instaure un rapport d'extériorité. Au monde en fait. Donc oui, bien sûr, la société elle est hétérosexuelle et je pense que ce qui en tout cas peut aider à se sentir mieux, c'est justement de se dire finalement ma position d'extériorité, elle n'est pas seulement, c'est pas une position seulement qui me fait souffrir ou qui dit que je suis anormale. En fait, c'est une position critique, c'est une position subversive, et c'est aussi une position de résistance. Et ça permet, en fait, c'est aussi toute l'histoire des mouvements sociaux, ça permet de relégitimer, en fait, des positions délégitimées socialement. D'ailleurs, Monique Wittig disait que vivre en société, c'est vivre en hétérosexualité. On a encore une objection. Non mais je suis hétéro, je l'ai pas choisi. Je vais quand même pas devenir autre chose qu'hétéro pour arrêter de t'oppresser. Moi, je suis pas sûre que ce soit pas un choix, encore une fois. Je pense que... déjà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient avoir des relations homosexuelles ou être homosexuels si c'était moins illégitime et illégitimé, si c'était moins discriminé en fait dans la société, stigmatisé. Donc je pense que déjà il y a un blocage à ce niveau-là qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui refusent en fait de penser à la possibilité. Et après encore une fois, c'est ce que je dis, c'est pas la question, c'est pas de dire abolissons les hétérosexuels. Abolissons l'hétérosexuel comme une norme qui s'impose et qui définit ceux qui ne sont pas hétérosexuels comme des déviants en fait, ou comme des gens au mieux excentriques, mais toujours différents. Voilà, et donc en fait c'est pas ça la question en fait. Très bien, mais continuez à être hétérosexuel, mais il n'y a pas de souci, vraiment. Et puis vous pouvez même être, voilà, il y a pas que l'hétérosexualité, l'homosexualité, il y a plein d'autres manières de vivre sa sexualité. L'idée, qu'on soit clair, c'est pas d'arrêter d'être hétérosexuel. L'objectif de toutes ces réflexions, c'est arrêter de penser la société comme uniquement hétéro, c'est essayer d'être hétéro différemment. C'est de transformer l'hétérosexualité, de transformer les normes en fait qui sont au cœur de l'hétérosexualité. Donc les normes de genre déjà, et puis les rôles aussi dans la sexualité, la manière dont l'hétérosexualité, dont on pense en fait la sexualité hétérosexuelle, ça aussi faut le transformer. Enfin, qu'est-ce que c'est la sexualité hétérosexuelle ? Il y a plein de manières en fait d'avoir une sexualité hétérosexuelle. C'est pas uniquement une sexualité pénétrative. Il faut réinventer aussi les pratiques sexuelles, je pense. Donc ça passe par la réinvention des pratiques sexuelles, par les rôles dans le couple, les rôles de genre, le travail domestique qui fait quoi. Voilà, c'est vraiment de transformer de l'intérieur l'hétérosexualité, je pense. Et c'est pas si compliqué au quotidien. Ouais, c'est ne pas partir du principe que tout le monde est hétéro, en fait, tout simplement. Quand tu rencontres quelqu'un, de pas lui demander si c'est un homme, par exemple, est-ce que tu as une copine, ou quand quelqu'un te parle de son... Alors en anglais, c'est mieux, on dit partner, mais en français, c'est un peu plus compliqué, mais parfois on sait pas, et de pas présupposer que le partner de quelqu'un, c'est forcément quelqu'un du sexe opposé. Donc c'est vraiment d'intégrer le fait que l'homosexualité existe en fait autant que l'hétérosexualité quand on interagit au quotidien avec des gens. Autant, c'est-à-dire que quand je rencontre quelqu'un, j'ai aucune idée en fait de quelle est sa sexualité et que je peux pas partir du principe que cette personne est hétéro. Ça commence déjà là. Et même si certains pourront dire « Non, mais en vrai, ça concerne vraiment quasiment personne. Il faut vraiment penser à ça tout le temps, alors que la plupart des gens sont hétéros. » Absolument, même si la majorité des gens sont hétéros. Absolument, pas parce que des gens... je sais pas si la majorité des gens est hétéros, mais parce que c'est ça, en fait, la norme, c'est ça le problème. C'est de partir toujours du principe d'un impensé qui est l'universalisation de l'hétérosexualité. Et ça, c'est le premier pas, vraiment, je pense, justement, pour permettre à l'homosexualité d'exister, pour lui donner une légitimité dans la société. Camille est une bulle dans un système hétéronormatif, bulle qui existe grâce à Binge Audio, à Quentin Bresson à la réalisation et à Diane Jean à la production.
Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous et écrivez-nous à camille@binge.audio. Si vous êtes une lesbienne qui vient de découvrir qu'elle n'est pas une femme, allez lire La pensée straight de Monique Wittig. Et si vous êtes hétéro, méditez ce passage de La contrainte à l'hétérosexualité d'Adrienne Rich. Franchir le pas, qui consiste à mettre en question l'hétérosexualité en tant que préférence ou choix pour les femmes et fournir l'effort intellectuel et affectif qui va avec, demandera un courage particulier chez les féministes hétérosexuellement identifiées, mais je pense que la récompense en sera grande. Une libération de la pensée, de nouveaux chemins à explorer, l'ébranlement d'une nouvelle région de silence, une nouvelle clarté dans les rapports personnels.